Et si un groupe entier de passagers disparaissait en plein jour, sans aucun témoin, sans aucune trace, sans explication rationnelle? C'est exactement ce qui s'est passé en 1982, sur la route isolée D231, au cœur de la France. Un véhicule scolaire transportant de jeunes participants vers une simple sortie éducative n'est jamais arrivé à destination. Aucun signal, aucune découverte. Personne n'a jamais été retrouvé. L'affaire a été classée. Les autorités ont présenté des versions floues, contradictoires, et depuis ce silence, inquiétant, persistant. Pour certains, ce ne serait qu'un accident mal élucidé. Mais d'autres évoquent une hypothèse bien plus sombre. Un rituel collectif soigneusement orchestré. Vous êtes sur le point de découvrir l'un des mystères les plus glaçants et les plus négligés de l'histoire française. Mais avant cela, likez cette vidéo maintenant, abonnez-vous à la chaîne Horreurs Vraies et Taisées, et surtout, commentez ci-dessous la ville d'où vous regardez. C'est essentiel, parce que savoir jusqu'où résonne cette histoire pourrait en révéler bien plus qu'on ne l'imagine. La route départementale D231 serpente à travers des forêts épaisses, des champs abandonnés et des villages qui semblent figés dans le temps. Peu fréquentée même à l'époque, cette voie était rarement empruntée, surtout par des véhicules scolaires. Pourtant, ce jour-là, pour une raison qui reste inexpliquée, le chauffeur aurait délibérément changé l'itinéraire prévu, s'écartant de la route principale pour emprunter cette voie isolée. Selon les archives officielles, aucun obstacle n'expliquait ce détour. Ce simple changement a été le premier élément troublant dans cette affaire. Pourquoi ce détour? Était-ce un choix du conducteur, une instruction venue d'en haut ou une décision forcée par une circonstance non documentée? L'absence de réponse claire a immédiatement semé le doute au sein des familles et des rares enquêteurs qui ont osé s'y intéresser à fond. Ce qui rend la situation encore plus étrange, c'est que le véhicule a été vu pour la dernière fois par un habitant d'une ferme voisine. Selon son témoignage, le bus avançait lentement, comme s'il hésitait ou cherchait quelque chose. Il n'y avait pas de fumée, pas de bruit anormal, pas de panique visible. Quelques silhouettes étaient visibles à travers les vitres, immobiles, regardant fixement l'extérieur. Ce fut le dernier témoignage visuel connu. Ensuite, plus rien. Aucun appel de détresse n'a été émis. Aucune caméra de surveillance sur la route, aucune empreinte de pneus ou traces. De freinage détecté, le sol était sec, l'air lourd, et la disparition fut aussi soudaine que totale. Les autorités locales, face à l'incompréhensible, ont rapidement étouffé l'affaire. Les premières déclarations publiques ont été vagues, minimisant les faits, parlant d'une erreur de registre ou d'un incident de transport sans gravité. Mais les familles, elles, savaient qu'il se passait quelque chose de bien plus grave et que quelqu'un cherchait à faire taire la vérité. À votre avis, pourquoi aurait-on voulu effacer la moindre trace de ce qui s'est passé ce jour-là sur la D231? Les jours qui ont suivi la disparition ont été marqués par un étrange mélange d'inertie et de confusion. Les familles, d'abord inquiètes puis désespérées, se sont heurtées à un mur d'indifférence. La gendarmerie locale semblait peu pressée de lancer des recherches. Aucun hélicoptère n'a été déployé, aucun chien pisteur n'a été mobilisé. Les recherches sur le terrain ont été limitées à quelques patrouilles sommaires, qui, selon les rapports, n'ont rien trouvé de suspect. Mais ce fut surtout le comportement des autorités régionales qui attira l'attention des rares journalistes indépendants qui s'intéressèrent à l'affaire. Dès la première semaine, des documents ont été classés, des témoignages modifiés et certaines archives, notamment celles des appels reçus ce jour-là, ont mystérieusement disparu. Les parents qui insistaient trop étaient invités à rester calmes et à laisser la police faire son travail. Certains reçurent même des menaces voilées, affirmant que ce genre d'événement ne devait pas être instrumentalisé. L'enquête officielle fut déclarée sans suite en moins d'un mois. Une vitesse surprenante, voire suspecte, pour une affaire impliquant autant de personnes disparues en même temps, sans trace.
La version présentée au public fut qu'il n'y avait aucune preuve qu'un bus ait même circulé sur la D231 ce jour-là. Une déclaration choquante, contredite par plusieurs témoins oculaires et par des journaux de bord d'école, qui, peu de temps après, furent révisés ou supprimés. Mais certains détails ont persisté. Une employée administrative du rectorat, aujourd'hui à la retraite, affirma plus tard, sous couvert d'anonymat, qu'un groupe complet d'élèves figurait bien dans le registre d'excursion ce matin-là, et que ce document aurait été retiré de la circulation à la demande d'un organisme supérieur. Elle ne donna jamais plus de précision, affirmant craindre pour sa sécurité. Pendant ce temps, les rumeurs commencèrent à prendre forme. Dans une région marquée par des récits anciens de cultes païens, de cérémonies secrètes et de disparitions inexpliquées, certains commencèrent à croire que ce qui s'était passé sur la D231 n'avait rien d'un simple accident. Ce n'était pas un oubli, ce n'était pas une panne, c'était une disparition orchestrée, et peut-être un sacrifice. Et vous, que pensez-vous de cette enquête close en si peu de temps? Était-ce de l'incompétence ou une volonté délibérée de cacher quelque chose? Lorsqu'un événement aussi déroutant reste sans réponse officielle, un vide s'ouvre, et ce vide, inévitablement, se remplit de spéculations. Plus les autorités tentaient de minimiser ou d'effacer les faits, plus les voix locales, parfois chuchotées, parfois criées dans les cafés ou les réunions de village, se faisaient entendre. Des voix qui parlaient d'un mal plus ancien que l'État lui-même, d'un savoir oublié, d'un pacte. Certains anciens de la région racontaient que cette route, la D231, traversait des zones que l'on évitait autrefois à certaines périodes de l'année. Des lieux marqués par des rites de passage, des zones boisées utilisées il y a des siècles, pour des cérémonies de fertilité, mais aussi pour des rituels d'offrande. Bien sûr, tout cela appartient au domaine du folklore, en apparence. Mais un détail précis commença à hanter les rares chercheurs indépendants. La date du 21 juin 1982, le solstice d'été, le jour le plus long de l'année, associé depuis toujours à des célébrations liées au feu, à la transformation et parfois à la disparition symbolique ou réelle d'éléments offerts à la Terre ou aux forces invisibles. Pourquoi une sortie éducative aurait-elle été programmée précisément ce jour-là? Pourquoi cet itinéraire particulier? Et surtout, pourquoi tout lien administratif avec cette excursion semble-t-il avoir été effacé? Un enquêteur amateur découvrit même, en 1997, dans une brocante, une carte scolaire annotée à la main, datant de 1982, mentionnant « Itinéraire D231 », attention, zone sensible, ne pas diffuser. Cette annotation n'était pas officielle, mais son écriture semblait ancienne, et l'encre avait pâli. La carte disparut mystérieusement quelques semaines après que son existence fut partagée sur un forum de discussion obscure. Il y eut également des mentions de véhicules militaires non immatriculés vus non loin de la route D231 dans les jours précédant la disparition. Aucun enregistrement officiel ne confirma ces mouvements, mais plusieurs habitants affirmaient les avoir vus stationner de nuit, phares éteints, moteurs tournant à bas régime. Pour certains, cela pointait vers une opération de dissimulation orchestrée par l'État ou une branche secrète de l'armée. Pour d'autres, c'était la preuve d'une surveillance d'un lieu de convergence énergétique ancien, une zone où les lois ordinaires de la physique semblaient ne plus s'appliquer. La vérité, elle, s'est dissoute dans un épais brouillard de secrets et de peurs. Mais le fait demeure, un groupe complet de passagers n'est jamais revenu. Et tout ce qui pourrait permettre de comprendre leur sort a été méthodiquement effacé. Pensez-vous qu'un lieu puisse garder la mémoire de ce qu'on y a fait, même si tous les témoins sont réduits au silence? Alors que les années passaient, le souvenir de la disparition sur la D231 s'estompait lentement dans la mémoire collective. Officiellement, il n'y avait rien à se rappeler. Aucun dossier accessible, aucun monument, aucune reconnaissance publique.
Mais dans l'ombre, certains continuaient à chercher, à questionner, à recouper des fragments de vérité éparpillés. Un ancien chauffeur de car, aujourd'hui âgé de plus de 80 ans, affirma un jour à demi-mot avoir été approché pour remplacer un collègue la veille de cette fameuse sortie. Il avait refusé pour des raisons de santé et ne reçut plus jamais de nouvelles de l'organisateur. Il déclara que quelque chose dans le ton de la demande l'avait mis mal à l'aise. Une urgence déguisée, une pression non dite. Son témoignage ne fut jamais enregistré officiellement. D'autres récits étranges circulaient autour de la forêt, traversée par la D231. Des randonneurs disaient y ressentir une sensation d'étouffement, inexplicable. Des boussoles perdirent leur nord. Et certains affirmaient même avoir entendu, à la tombée de la nuit, des voix lointaines, comme des chants ou des murmures émergeant du sol lui-même. Bien sûr, rien de vérifiable, mais suffisamment pour décourager les curieux ou au contraire les attirer. Puis vint un tournant inattendu. En 2004, une femme vivant à Nantes, lors d'une séance d'hypnose thérapeutique, aurait évoqué, sans y être invitée, des souvenirs flous d'un trajet en bus interrompu par une lumière vive, une sensation de flottement et le visage d'un homme en uniforme sans insigne. Ce témoignage, recueilli par hasard, suscita la stupeur du thérapeute, qui, intrigué, tenta de vérifier l'identité de la patiente. Elle n'avait aucun souvenir conscient de cet épisode, mais son profil correspondait à celui d'une jeune élève inscrite à une école de la région Centre-Val de Loire. En 1982. S'agissait-il d'un faux souvenir, d'une coïncidence ou d'un fragment de mémoire réprimé, réapparaissant malgré des décennies de silence? Cette découverte relança les spéculations. Et si certains des disparus n'étaient jamais morts, mais déplacés, rééduqués, intégrés ailleurs, sous de nouvelles identités? Et si ce que l'on avait pris pour une disparition était en réalité un effacement, non seulement physique, mais psychique? Les technologies actuelles de manipulation de la mémoire, bien que très avancées aujourd'hui, n'existaient pas officiellement en 1982, mais les recherches secrètes, elles, ne suivent pas toujours le calendrier de la science officielle. Que penseriez-vous si, quelque part en France, des personnes vivaient avec des souvenirs volés, ignorant qu'elles ont un jour traversé la D231 pour ne jamais en revenir? Avec le développement d'outils numériques et de cartographie avancée dans les années 2000, certains passionnés décidèrent d'analyser en détail la zone autour de la D231. Et c'est là que d'étranges incohérences commencèrent à apparaître. Sur plusieurs plateformes de cartographie en ligne, la route semblait tronquée sur certains segments, comme si elle cessait momentanément d'exister, puis réapparaissait plus loin. Des images satellites montraient une continuité naturelle, mais les couches d'informations routières numériques présentaient des vides inexpliqués. Un informaticien amateur passionné d'ufologie, ayant croisé ces données avec d'anciennes cartes topographiques des années 70, remarqua que des points d'intersection avec d'anciennes voies gallo-romaines figuraient précisément dans ces zones blanches. Ce n'étaient pas des erreurs de géolocalisation, c'étaient des absences volontaires d'informations. En 2011, une équipe de vidéastes indépendants tenta de parcourir l'intégralité de la D231. Ils enregistrèrent tout leur trajet à l'aide de caméras embarquées et de capteurs de position. Arrivés dans l'un de ces tronçons suspects, leur signal GPS devint instable. La vidéo enregistrée se brouilla brièvement, affichant des distorsions sonores et visuelles semblables à des interférences magnétiques. Ce phénomène dura quelques secondes, puis tout redevint normal. Mais à leur retour, lors du visionnage, ils constatèrent un fait troublant. Le redatage du fichier montrait un décalage de 17 minutes inexpliqué. Aucune coupure visible dans la séquence, aucun saut d'image. Et pourtant, les données internes montraient qu'ils avaient passé plus de temps dans cette zone que ce que la vidéo montrait réellement. Ce type d'anomalie renforça une autre théorie qui circulait déjà depuis des années dans les cercles les plus marginaux, celle des zones d'effacement temporel.
Certains lieux sur Terre, selon cette hypothèse, ne répondraient pas aux lois linéaires du temps telles que nous le concevons. Des endroits où la perception du réel se plie, où les minutes se contractent ou s'étirent, et où le passage d'un être humain peut ne pas laisser de traces dans notre réalité, mais dans une autre. Et s'il en était ainsi de la D231, et si ce groupe disparu avait été piégé dans une fracture non pas géologique, mais dimensionnelle? Bien sûr, cette idée reste pour beaucoup du domaine de la science-fiction. Mais dans un monde où les autorités elles-mêmes falsifient les données, effacent les témoignages et redessinent les cartes, comment peut-on encore distinguer l'invraisemblable de l'invisible? Avez-vous déjà eu cette étrange impression d'être passé quelque part, sans que ce lieu n'existe vraiment aux yeux des autres? Dans les années 2010, une équipe de randonneurs passionnés de lieux abandonnés s'aventura dans les bois qui bordent la D231, à la recherche de vestiges historiques oubliés. Ce qu'ils découvrirent ce jour-là ne figura sur aucune carte. En suivant un ancien sentier forestier à peine visible, ils tombèrent sur un ensemble de pierres dressées, disposées en cercle, dissimulées par la végétation épaisse. Le sol semblait anormalement tassé, comme foulé par des pas, mais dont la trace aurait été effacée depuis longtemps. Au centre de ce cercle, une dalle plate portait des gravures profondément usées par le temps, des symboles étranges, géométriques, qui ne ressemblaient ni à des lettres ni à des chiffres. Certains évoquaient des spirales imbriquées, d'autres des formes, rappelant des constellations, aucune inscription lisible, aucun signe d'appartenance religieuse connue. Les membres du groupe prirent plusieurs photos, mais en rentrant chez eux, ils réalisèrent que certaines images avaient été corrompues, comme si l'appareil lui-même avait refusé d'enregistrer la scène. Intrigués, ils retournèrent sur place, une semaine plus tard, mais ne retrouvèrent jamais l'endroit. Le sentier semblait avoir disparu. Le terrain avait changé. Même les arbres paraissaient différents, comme si la forêt avait décidé de refermer ce qu'elle avait laissé entrevoir. Cette découverte relança les soupçons d'un lien entre la D231 et un site rituel ancien, volontairement effacé des archives officielles. En croisant les témoignages, des chercheurs indépendants établirent que d'anciennes cartes cadastrales du XIXe siècle mentionnaient une zone appelée les Pierres de Lune, non loin de l'actuel D231. Cette appellation mystérieuse avait disparu des registres modernes, et ce n'est pas tout. Un cartographe amateur ayant accès à des archives départementales découvrit qu'entre 1979 et 1983, plusieurs cartes IGN, Institut géographique national, avaient été rééditées en urgence, certaines avec des modifications infimes dans les tracés forestiers de la région de Saint-Michel-en-Brenne. Officiellement, il s'agissait d'une mise à jour technique. Officieusement, cela correspondait exactement à la période entourant la disparition. Pourquoi modifier des cartes dans une zone où rien ne semblait changer? Pourquoi des segments de route apparaissaient et disparaissaient d'une édition à l'autre? Et surtout, pourquoi aucune version postérieure à 1984 ne mentionne plus jamais le terme « les pierres de lune ». Il est fréquent que des lieux jugés sensibles soient volontairement omis de la cartographie publique. Installations militaires, laboratoires, bases secrètes. Mais dans ce cas précis, il ne s'agissait ni de radar, ni de bunker, ni d'antenne. Il s'agissait d'un simple bout de forêt. Ou du moins, c'est ce qu'on voulait nous faire croire. Avez-vous déjà entendu parler d'un endroit qu'on a tout fait pour vous faire oublier? Parmi les rares personnes qui ont consacré leur vie à tenter de percer le mystère de la D231, l'un des noms les plus souvent évoqués est celui de Thomas Delrieux, un ancien géomètre devenu enquêteur indépendant, connu dans certains cercles pour sa passion des zones cartographiées de manière irrégulière et des blancs administratifs. En 2015, il lança un projet personnel ambitieux: reconstituer les modifications topographiques de la région entre 1970 et 1990 en recoupant des cartes militaires,
des relevés cadastraux et des témoignages locaux. Thomas s'était rendu à plusieurs reprises dans la zone concernée, filmant ses expéditions et notant les changements subtils de végétation, de relief et même d'écho sonore dans certains points précis de la forêt. Il prétendait avoir trouvé un point de rupture énergétique, un endroit où la boussole se figeait, où les oiseaux cessaient de chanter et où une fatigue intense s'emparait du corps sans raison apparente. Mais et qui devait être un simple documentaire amateur, bascula rapidement dans l'inquiétant. Thomas confia à un ami proche qu'il avait été suivi, écouté et que sa boîte mail avait été compromise. Il mentionna également avoir reçu une proposition étrange. Un homme en costume, se présentant comme consultante en sécurité territoriale, l'aurait approché pour lui proposer une collaboration discrète, avec en contrepartie un accès privilégié à des documents classés. Le 12 octobre 2016, Thomas partit seul en repérage. Il ne revint jamais. Sa voiture fut retrouvée 2 jours plus tard, stationnée sur un chemin forestier non référencé, à moins d'1 kilomètre de l'endroit où les randonneurs avaient découvert les mystérieuses pierres gravées. Les portières étaient verrouillées de l'extérieur. À l'intérieur, son matériel avait disparu, à l'exception d'un carnet noir dont plusieurs pages avaient été arrachées. Son téléphone, sa caméra, ses cartes, introuvables. La police classa l'affaire comme une disparition volontaire. Selon eux, Thomas aurait décidé de tout quitter pour repartir de zéro, ailleurs. Une version absurde pour tous ceux qui le connaissaient. Dans les mois qui suivirent, plusieurs vidéos de son blog furent supprimées sans explication, des liens morts, des profils sociaux désactivés. Même son nom sembla se dissoudre peu à peu de l'espace numérique. Certains diront que c'était de son propre fait, d'autres qu'on l'a aidé à disparaître. Mais ce que Thomas avait dit peu avant sa dernière expédition reste gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont entendu. Ce n'est pas une route, c'est une cicatrice, et parfois les cicatrices saignent encore. Croyez-vous qu'un homme puisse disparaître simplement parce qu'il s'est trop approché d'une vérité interdite? Parmi toutes les hypothèses avancées au fil des années, l'une des plus troublantes, et pourtant la plus persistante, concerne la possible implication d'anciens cultes régionaux dans la disparition collective sur la D231. Bien avant la christianisation du territoire, cette zone boisée était occupée par des tribus celtes puis gallo-romaines, dont les rites et croyances étaient profondément ancrés dans le culte de la nature, des cycles solaires et des forces invisibles. Certaines traditions orales, transmises dans les campagnes alentours, évoquent des cérémonies nocturnes pratiquées lors des équinoxes et des solstices, avec des offrandes humaines destinées à garantir l'équilibre entre le monde visible et l'autre côté. Ces histoires furent longtemps reléguées au rang de légendes rurales, de superstitions folkloriques destinées à effrayer les enfants. Pourtant, en 1983, soit 1 an après la disparition sur la D231, un historien local du nom de Rémi Duchamp publia un petit ouvrage confidentiel intitulé « Le sacrifice du solstice », chroniques interdites du centre de la France. Dans ce livre, il évoquait des témoignages anciens sur des disparitions inexpliquées dans la même région, toutes survenues autour du 21 juin, toutes liées à des groupes de jeunes gens toutes jamais élucidés. Le livre fut retiré de la vente après seulement 2 semaines. L'éditeur ferma boutique peu après, sans laisser de traces. Duchamp, quant à lui, ne donna plus jamais d'interview. Lorsqu'un journaliste tenta de le recontacter en 1985, sa famille déclara qu'il était parti vivre à l'étranger. Aucune trace de son départ ne fut retrouvée. Des extraits de son ouvrage circulent encore sur des forums obscurs. Il y mentionne l'existence d'un ancien cercle de pierre appelé la couronne noire, utilisé à l'époque pour des rituels de transfert, un terme volontairement flou, mais qui désigne, selon certains spécialistes de l'occultisme, un passage symbolique ou réel d'un monde à un autre. Le lien avec les gravures retrouvées dans les bois près de la D231 semble troublant. Et si ce cercle avait été réactivé,
Et si la disparition de 1982 n'était pas un accident, mais la répétition d'un ancien rite oublié depuis des siècles? Certaines voix affirment que dans des lieux chargés d'histoire ésotérique, les énergies ne disparaissent jamais, elles dorment, elles attendent, et il suffirait d'une étincelle, une date, une présence, un événement précis, pour que les portes s'ouvrent à nouveau. La D231 n'est peut-être pas qu'un lieu de passage terrestre, elle pourrait être une jonction, une cicatrice entre deux mondes. Pensez-vous qu'un lieu marqué par des siècles de rituels puisse un jour réclamer qu'on reprenne le sacrifice? À mesure que les décennies passaient, le silence institutionnel autour de l'affaire de la D231 devenait de plus en plus suspect. De nombreuses demandes d'accès aux archives furent refusées, sous prétexte de confidentialité, manque de documents ou classement administratif non retrouvé. Pourtant, des éléments troublants suggéraient que ces archives avaient bel et bien existé avant d'être effacées. En 2007, un archiviste départemental ayant pris sa retraite révéla, sous anonymat, avoir vu en 1984 un dossier épais estampillé D231, incident collectif, traitement spécial. Selon lui, ce dossier contenait non seulement des copies de procès-verbaux de la gendarmerie, mais aussi des rapports de santé mentale concernant certains parents des disparus, comme si l'on cherchait à construire un récit de fragilité psychologique pour discréditer toute contestation publique. Plus inquiétant encore, une note manuscrite y figurait, signée par une autorité non identifiée, mentionnant clairement « éviter toute médiatisation ». Ne pas relier les faits entre eux, classement prioritaire en niveau 4, interférence potentielle. Personne ne sut jamais ce que signifiait exactement cette interférence. Était-ce une référence à un phénomène non naturel, à une opération confidentielle, ou à un type d'incident dont l'existence ne devait pas être reconnue officiellement? En 2018, un ancien technicien de la SNCF affirma avoir trouvé, lors de travaux de maintenance, une fiche de transport mentionnant un bus scolaire en direction de la zone concernée datée du 21 juin 1982. Ce document ne figurait dans aucun registre numérique et ne portait aucun cachet officiel. Il l'aurait transmis à un historien local qui disparut de la vie publique quelques mois plus tard, cessant toute activité en ligne. Encore et toujours, les mêmes motifs, documents qui disparaissent, témoins qui se taisent, preuves qui s'effacent. Mais ce qui ne s'efface et pas, c'est la mémoire fragmentée de ceux qui cherchent encore. Des mères, des frères, des camarades qui n'ont jamais oublié. Chaque année, quelques personnes se rassemblent discrètement à proximité de la D231, à la date du solstice. Pas pour faire du bruit, pas pour protester, mais pour se souvenir. La Terre, elle, n'a jamais rien révélé. Pas d'ossements, pas de débris, pas de métal tordu. Rien qui puisse être analysé, classifié, rationalisé. C'est peut-être cela, le plus dérangeant. L'absence absolue de toute trace. Comme si ce qui s'était produit ce jour-là n'avait jamais eu lieu ou s'était déroulé ailleurs. Et si la preuve ultime de l'horreur, ce n'était pas ce qu'on trouve, mais ce qu'on ne trouve jamais, parmi tous les silences qui entourent l'affaire de la D231, il y a ceux qui pèsent plus lourd que d'autres. Des témoins potentiels, des habitants de la région, des anciens élèves des établissements voisins. Certains ont parlé brièvement, à voix basse, mais se sont très vite rétractés. D'autres, tout simplement, ont choisi de ne plus jamais évoquer le sujet. Un homme, prénommé Michel, aujourd'hui interné dans un centre psychiatrique à Châteauroux, aurait affirmé à plusieurs reprises, dans les années 90, qu'il avait vu le bus le jour de la disparition. Selon lui, il se serait retrouvé derrière le véhicule alors qu'il roulait lentement sur un segment isolé de la D231. Il décrivit un moment de confusion. La route semblait se déformer. Les arbres oscillaient sans vent, une lumière blanche enveloppait brièvement le car. Puis, plus rien. Le bus n'était plus là. Il n'y eut ni virage, ni sortie, ni bruit de moteur. Il avait tout simplement cessé d'exister. Son,
témoignage fut ignoré, rangé dans les dossiers comme délire d'un esprit instable. Mais Michel n'avait aucun antécédent psychiatrique avant cette date. Il sombra dans une obsession incontrôlable, parlant de fractures dans le réel, de portes entre deux battements de cœur et de voix d'enfants qui ne veulent pas revenir. Il fut interné après une tentative de suicide, tenant dans ses mains un plan déchiré de la forêt, griffonné de phrases répétées. Ils ne sont pas partis, ils sont juste ailleurs. D'autres témoins ont vu des choses, mais d'une nature plus subtile. Une institutrice à la retraite affirma, dans une interview jamais publiée officiellement, avoir ressenti une pression inexpliquée le jour même de l'événement. Comme si l'air s'était épaissi, comme si une chape invisible recouvrait toute la commune. Elle déclara que plusieurs enfants de sa classe s'étaient montrés agités, nerveux, certains pleurant sans raison, affirmant qu'ils entendaient des appels venant de l'extérieur. Ces comportements cessèrent dès le lendemain. Des psychologues ont tenté de trouver une explication rationnelle à ces récits: psychose collective, fausse mémoire, contamination émotionnelle. Mais ces réponses restent insatisfaisantes, trop pratiques, trop simples. Elles ne résistent pas à la densité du mystère. Et si la D231 n'était pas qu'une route, mais un point de contact, une faille entre deux niveaux de conscience, un endroit où le rationnel se dissout et où le réel devient fluide, perméable, malléable. Le plus inquiétant, ce n'est peut-être pas ce qui s'est passé, mais ce que cela révèle sur la nature de notre monde et sur tout ce que nous refusons de voir. Seriez-vous prêt à accepter l'inacceptable si cela signifiait enfin comprendre pourquoi certains ne reviennent jamais? Le mystère de la D231 est peut-être l'un des plus fascinants et les plus dérangeants de l'histoire contemporaine française. Il ne s'agit pas simplement d'un fait divers non résolu. Il s'agit d'une blessure ouverte, d'un interstice dans la trame de notre réalité, d'un événement qui défie la logique, la chronologie et même la mémoire collective. Car ce qui rend cette affaire si unique, ce n'est pas seulement l'absence de réponse. C'est la volonté farouche d'effacer jusqu'à la impossibilité de poser des questions. Chaque fois que la vérité semble sur le point d'émerger, elle se dissout à nouveau, absorbée par le silence des institutions, par la peur des témoins, par l'usure du temps. Et pourtant, quelque chose persiste. Une tension sourde, une rumeur qui ne veut pas mourir. Un sentiment que derrière les arbres silencieux de la D231, quelque chose attend encore. Peut-être ne s'agit-il pas d'un crime classique. Peut-être ne trouverons-nous jamais de coupable, de mobile, ni même de certitude que ces disparitions aient été le fruit d'un acte humain. Peut-être que la D231 est ce que les anciens appelaient un lieu de passage, un point de rupture, un nœud énergétique où les lois ordinaires cèdent sous la pression de forces que nous avons oubliées. Et si l'oubli n'était pas un accident, mais un outil, une méthode de protection, ou pire, une complicité involontaire dans la préservation d'un cycle qui nous dépasse. Aujourd'hui encore, aucune plaque ne rappelle ce qui s'est passé sur cette route. Aucun monument, aucune commémoration. Les noms ne sont plus listés nulle part. Pas de minutes de silence, pas d'appel à témoins, pas de jours de souvenirs. Et pourtant, chaque année, le 21 juin, des bougies sont déposées en secret au bord de la route D231. Personne ne sait par qui, ni pourquoi, mais elles sont là. Et la Terre semble ce soir-là retenir son souffle. Le vrai cauchemar n'est pas de ne pas savoir, c'est de vivre dans un monde où parfois ceux qui savent choisissent de se taire. Et vous, après avoir entendu cette histoire, oseriez-vous encore rouler seul, un soir de solstice, sur la route D231 ?